S'il est un nom auquel on peut associer la renaissance de l'aviation française, mais aussi son indépendance et son excellence, c'est très certainement celui de Marcel Dassault. Né sous le nom de Marcel Bloch, il réalisa le MB-150, qui donna le MB-151 et le MB-152, qui combattirent les Bf-109 de la Luftwaffe, constituant son dernier appareil avant d'être déporté à Buchenwald. À son retour en 1945, il prit le nom de Dassault, le pseudonyme de résistant de son frère. Dassault et son bureau d'études entreprirent, parmi les autres constructeurs, de concevoir un chasseur à réaction destiné à être produit en série, dont l'aviation française avait besoin, mais surtout qu'elle désirait tant. Les premières ébauches débutent en 1947, fort de l'expérience acquise par la conception antérieure du MB-150. Le prototype, construit dès 1948, fut équipé d'un moteur Rolls-Royce NIN, construit sous licence par Hispano-Suiza. L'Ouragan se présentait comme un monoplace monoréacteur à train tricycle et à commande hydraulique. Pourvu d'un siège éjectable, son armement se compose de 4 canons Hispano 404 de 20 mm. Contrairement à de nombreux projets de l'après-guerre, Dassault visait juste en choisissant une ambition mesurée et en concevant un appareil peu coûteux et simple, mais doué d'une robustesse et d'une fiabilité certaine. La voilure basse, légèrement en flèche, permet de rendre le train escamotable. Nommé Ouragan, le MD 450 fit son premier vol le 28 février 1949, avec aux commandes Konstantin Rozanov. Chose rare et surprenante, il ne comportait aucun défaut majeur de jeunesse. 2 autres prototypes sont également construits, ceux-ci avec cabine pressurisée pour atteindre les 12 000 mètres d'altitude. Les essais furent porteurs d'espoir. Le premier prototype accroche les 980 km/h et révèle une vitesse ascensionnelle initiale de 43 mètres par seconde. Le deuxième, quant à lui, atteindra les 15 000 mètres d'altitude. Les ouragans seront équipés des caractéristiques bidons au niveau des saumons d'ailes fin 1949. 12 appareils de pré-série furent construits pour l'armée de l'air afin d'essayer différentes versions. Les commandes de l'armée de l'air vont rapidement varier. D'abord, Dassault reçut une commande de 150 appareils en 1950 et rehaussée à 450 en raison de l'aide américaine MDAP, ou Programme d'assistance militaire, qui accordait des crédits offshore aux pays européens du bloc de l'Ouest. En l'occurrence, elle permit à l'aviation française de financer 185 appareils. Cependant, l'évolution des appareils est tellement rapide au début des années 50 que l'armée de l'air se résolut à rabaisser sa commande à 350. La loi de réarmement de 1951 allait quand même conforter la dynamique de l'aviation de chasse française. L'Ouragan équipera la patrouille de France de 1955 à 1956. L'Ouragan fut sans doute l'étape la plus significative vers le renouveau de la chasse française, au sens où il demeure le premier avion militaire à réaction français à être produit en série et exporté. Le MD 450 Ouragan est un chasseur monoplace pouvant atteindre la vitesse de 950 km/h. Il a une conséquente vitesse ascensionnelle de 2580 mètres par minute. Capable de voler jusqu'à près de 50 000 pieds, il peut franchir de 450 à 920 km. Il a un poids à vide de 4 tonnes et une charge maximale au décollage de presque 8 tonnes. Il a une longueur de 10 mètres, 13 d'envergure et en possède 4 de hauteur. Son armement se compose de 2 canons de 20 mm et d'une capacité d'emport de 908 kg de bombes. Outre la commande de 350 ouragans par l'armée nationale, l'Ouragan est très vite un succès à l'exportation. 71 sont commandés par l'Inde en 1954, puis vinrent s'ajouter 33 d'occasion et 24 par Israël, qui en racheta 51 autres de seconde main à l'armée de l'air française. Sa carrière opérationnelle est relativement riche, compte tenu de sa courte durée de production. Appelé Toufani en Inde, l'Ouragan vit le combat en 1961, lors de l'invasion et de l'annexion de l'île de Diu, jusqu'alors sous administration portugaise. Il effectua des missions de reconnaissance lors de la guerre indo-pakistanaise, et en avril 1965, un exemplaire fut capturé par les Pakistanais. Il prit sa retraite en Inde 10 ans plus tard. L'Ouragan a ouvert une voie stratégico-commerciale
entre la France et l'Inde qui perdure encore aujourd'hui. En Israël, l'ouragan est considéré comme un chasseur de transition, d'où la commande de 24 chasseurs seulement, en attendant les évolutions de l'ouragan. Il participe à la crise de Suez en 1956 et grâce à sa formidable stabilité, il se révéla excellent dans les missions d'attaque au sol. Rappelons qu'en 1962, le monde avait frôlé la guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba. Lors du rachat de 51 autres appareils de seconde main à la France, ils servirent lors de la guerre des 6 jours en 1967 entre Israël et une coalition constituée de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie. Face à l'Égypte, en 500 sorties, Israël détruisit 309 des 340 avions égyptiens. Ce succès inespéré se fit au prix de seulement 19 appareils pour des causes techniques principalement. Israël acquit de fait une supériorité aérienne totale et déterminante pour la victoire d'Israël. Le 26 juillet 1956, l'Égypte du leader Nasser nationalise le canal de Suez, alors co-détenu par la France et le Royaume-Uni, pour financer un barrage d'Assouan que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient refusé de financer. Une coalition instituée par le protocole de Sèvres est formée par la France, le Royaume-Uni et Israël, qui envahirent l'Égypte le 29 octobre. Israël déploya ses ouragans et remporta plusieurs victoires, face à un vampire égyptien, contre des MiG-15 et contre un MiG-21. La coalition avait militairement gagné le conflit auquel prit part l'ouragan, mais d'un côté, l'URSS avait sommé les 3 pays de se retirer sous peine de représailles nucléaires. De l'autre côté, les États-Unis ordonnèrent à la France et au Royaume-Uni de se retirer pour éviter une crise à laquelle les Américains n'y voyaient aucun intérêt. Ils les forcèrent à coups de sanctions financières et d'embargos pétroliers. Même si l'issue du conflit leur fut défavorable, la France et Israël y prouvèrent les moyens de leurs ambitions respectives. Pour Israël en tant que puissance militaire sur laquelle il faut compter dans la région, notamment grâce à une coopération aéronautique avec la France. Pour la France, l'idée de la dissuasion nucléaire s'avérait plus qu'indispensable pour préserver ses intérêts dans le monde où elle ne voulait ni être une colonie soviétique, ni un protectorat américain. Le double développement de l'arme atomique et de chasseurs comme vecteur de cette arme ultime constitue un point clé de cette réémergence aérienne. Le prototype du Mystère n'est autre qu'un ouragan doté d'une voilure en flèche de 30 degrés, au lieu de 14, et d'une épaisseur diminuée. Il fait son premier vol le 23 février 1951, piloté par Konstantin Rozanov. Le Mystère 2 est équipé des premières servocommandes construites en série en France. 2 autres prototypes, nommés Mystère 2A, sont commandés, étant équipés de moteurs TEI. De même que l'ouragan, aucun défaut majeur n'est à relever, et 17 autres Mystère 2 de développement sont commandés. 6 d'entre eux, nommés Mystère 2B, sont équipés d'un réacteur TEI produit sous licence par Hispano-Suiza, et les 11 suivants, nommés Mystère 2C, équipés d'un moteur Attar à flux axial. Il est important de souligner que la SNECMA était alors parvenue à développer sa propre gamme de turboréacteurs Attar, ce qui faisait cruellement défaut à la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour une mise en service plus rapide, une version du Mystère 2 fut équipée de moteurs Attar, mais sans post-combustion. Les crédits offshore obtenus dans le cadre de la MDAP avaient comme contrepartie l'accord explicite des Américains pour tout programme de production. C'est ainsi qu'une mission de l'US Air Force constata avec surprise que le Mystère 2 était capable d'atteindre Mach 1 en piqué et n'avait aucun problème aérodynamique ou de contrôle, contrairement à la plupart des appareils de l'époque. Le 28 octobre 1952, un Mystère 2 devient le premier appareil français à franchir le mur du son avec un pilote français, le commandant Roger Carpentier aux commandes. Jacqueline Auriol est quant à elle la première femme à franchir le mur du son en Europe. L'année 1953 est véritablement charnière. Alors que l'armée de l'air signa une commande de 150 Mystère 2C à Dassault, la France obtint de l'US Air Force
son aval pour le financement de 225 Mystère 4A à l'armée de l'air dans le cadre des crédits offshore. Cette date marque le replacement de la France en tant qu'exportateur d'appareils de chasse de tout premier plan dans le bloc occidental. La production de Dassault s'établissait alors au rythme d'un ouragan par jour. 156 Mystère 2C furent livrés à l'armée de l'air sur la période de 1954-1956, puis 6 supplémentaires ultérieurement. Ils servirent à l'armée de l'air pour une courte période. N'étant qu'une simple amélioration de l'ouragan, les 24 Mystère 2C destinés à Israël ne furent pas livrés, qui préférera les Mystère 4A. En 1951, tandis que le Mystère naissait à peine, Dassault entreprit la conception d'un chasseur complètement nouveau, suite à l'obtention d'un marché pour réaliser un avion dérivé du Mystère 2, pouvant atteindre Mach 1 en piqué. Il s'agit du MD 452 Mystère 4. D'apparence, il semble similaire au Mystère 2, mais il est en réalité significativement différent. Le fuselage est plus vaste et plus ovale, la flèche de la voilure augmentée de 2 degrés, l'empennage est plus grand, les stabilisateurs horizontaux monoblocs, l'épaisseur relative des ailes réduite de 9 à 7,5%. Les 50 premiers appareils furent équipés du TEI 250, produit sous licence, puis les autres du réacteur Verdon, un dérivé du TEI. Suite à son premier vol en septembre 1952, seules quelques modifications mineures durent être faites. Le Mystère 4A fut assemblé à partir de 1954. Produit à 421 exemplaires, l'armée de l'air en reçut 240, dont 225 financés grâce au crédit offshore, tandis que l'Inde s'est vu délivrer 110 Mystère 4A et Israël 60. Des Mystère 4A furent engagés par la France lors de la crise de Suez en 1956. Le corps expéditionnaire franco-britannique alignait des forces assez considérables, avec plus de 150 navires de guerre, 80 000 hommes pour les forces terrestres, appuyés par plus de 500 avions de combat, dont les 3/4 étaient britanniques, des avions de transport et des hélicoptères. Il s'agit de la plus grande opération militaire dans la région depuis 1945, qui la restera jusqu'à la guerre du Golfe. En face se trouve une puissante armée égyptienne, avec 300 000 hommes et près de 300 avions de combat modernes, largement équipés par le bloc soviétique. Bien que les appareils français démontrèrent d'indéniables qualités au combat, 90% des destructions sur l'aviation égyptienne furent causées par la Royal Air Force. Par ailleurs, la France ne disposait pas de bombardiers stratégiques, comme pouvaient l'avoir les États-Unis avec leur B-29 ou B-52, ou les Soviétiques avec leur Tu-4, bien que copiés du B-29. Les Mystère 4A reçus par Israël furent employés lors de la crise de Suez, mais également lors de la guerre des 6 jours, conflit tous deux évoqués précédemment. Quant à l'Inde, elle utilisa ces Mystères lors de la deuxième guerre indo-pakistanaise en 1965 et de la troisième en 1971. Durant cette troisième guerre indo-pakistanaise, les Mystère 4A indiens sont employés à l'attaque au sol, alors que le Pakistan, chose édifiante, possédait une escadrille de Mirage 3, acquis en 1968 à la France. Même s'ils n'ont pas combattu l'un contre l'autre à proprement parler, le fait que des appareils d'une même fratrie combattent sous des couleurs différentes est stupéfiant, mais cela démontre surtout de la capacité d'exportation de la France de ses avions de chasse. Le Mystère 4 fut l'un des tout meilleurs de son époque. Il était puissamment armé, robuste, fiable et facile à piloter. Il a été la monture de la patrouille de France entre 1957 et 1964. Le Mystère 4A est un chasseur pouvant aller jusqu'à près de 1120 km/h en vol horizontal. Capable de voler jusqu'à près de 50 000 pieds, il peut franchir 917 km. Il a une masse maximale au décollage de 7,5 tonnes, il mesure près de 13 mètres par 11 et en possède plus de 4 de hauteur.
Sa surface à l'air est de 32 m², et son armement se compose de 2 canons de 30 mm et d'une capacité d'emport de 907 kg de bombes. Une amélioration donna rapidement naissance au Mystère 4B, qui prit son envol en décembre 1953 et dont 6 exemplaires de développement avaient été commandés en 1952. Il est doté d'un nouvel avant du fuselage, une lèvre supérieure abrite un radar, et la roulette de nez escamotable est équipée d'un pneu haute pression. Le fuselage est allongé et élargi, et il est propulsé par un Avon RA-7R. Le 24 février 1954, le Mystère 4B est le premier chasseur européen à franchir Mach 1 en vol horizontal. Dans la lignée, fut conçu le Mystère XX. La flèche de la voilure fut modifiée, avait un empennage vertical plus conséquent, l'entrée d'air dans le nez fut aplatie et élargie. Le Mystère XX fut nommé Super Mystère. Il fut armé de 2 canons d'EFA et de 35 roquettes SNEB de 68 mm inspirées des Mighty Mouse américaines. Réalisant son premier vol le 2 mars 1955, il dépassa Mach 1,2 le lendemain. Il s'écrasa tragiquement peu de temps après, tuant le célèbre pilote d'essai qui avait suivi d'assaut, Konstantin Rozanov. Les essais reprirent malgré tout. Ayant échoué à acquérir des Avon AR-14R britanniques, Dassault équipa finalement son Super Mystère d'Atar 101G. Le conteneur à roquettes fut abandonné pour ramener son armement à 2 canons d'EFA de 30 mm, 2 missiles Sidewinder RR courte portée et une charge offensive. Le prototype du Super Mystère fut nommé Super Mystère B1, et au terme du développement, la version de série fut désignée Super Mystère B2, SMB2. Ce dernier prit son envol en 1956, dépassant aisément Mach 1 sans post-combustion. Initialement, l'armée de l'air prévut d'en acquérir 150, puis révisa ses ambitions à 370, mais face à l'arrivée du Mirage 3, elle n'en commanda finalement que 180, dont 24 vendus à Israël. Entré en service en 1958, malgré de très bonnes performances, le Super Mystère B2 n'était pas considéré comme un chasseur véritablement moderne. En effet, dépourvu de radar et ne transportant pas de charge air-sol, il était moins maniable que le Sabre ou même que l'Ouragan. Il participa par ailleurs au Tiger Meet de l'OTAN. Mais il eut une carrière beaucoup plus active en Israël, qui en avait acquis 24, 9 et 12 de seconde main. Affecté à l'attaque au sol, plusieurs avions avaient été perdus au cours des années 60. Le Super Mystère B2 s'avérait inférieur au MiG-21 en haute altitude, mais était plus performant en basse altitude. Son excellente campagne lors de la guerre des 6 jours en 1967, en abattant plusieurs MiG-21, poussa les Israéliens à le remotoriser en 1972 avec le même réacteur que les Skyhawk. Les derniers SMB2 israéliens furent vendus au Guatemala. La dernière version du Super Mystère fut le SMB4, doté du même réacteur Atar 9 que le Mirage 3, mais il ne fut jamais produit en série. La série des Mystères fut associée au F-100 américain, et à juste titre, puisqu'ils sont contemporains, tous deux des chasseurs bombardiers, et que le chasseur français est en partie inspiré de l'américain, notamment concernant son entrée d'air dans le nez. Aux dimensions comparables, la différence la plus importante se situe au niveau de l'armement, avec 2 canons de 30 mm pour le Super Mystère, contre 4 canons de 20 mm pour le Super Sabre, mais surtout une charge offensive de près de 4 fois supérieure pour l'américain. Plus rapide, son plafond pratique est néanmoins inférieur de 21% par rapport au Super Mystère. Finalement, le Super Mystère B2 met un terme à une formidable série de chasseurs commencée en 1949, lorsque l'Ouragan fit son premier vol. Cette série défricha le chemin vers la renaissance de la chasse, que l'on peut résumer en 3 étapes aussi symboliques que cruciales, démontrant par ailleurs que chaque évolution de l'Ouragan eut son rôle à jouer. L'Ouragan est le premier avion militaire à réaction français à être produit en série et exporté. Le Mystère 2 devint le premier appareil français à franchir le mur du son avec un pilote français.
le Mystère 4B est le premier chasseur européen à atteindre Mach 1 en vol horizontal. La voie vers le succès était toute ouverte. Dassault n'a pas seulement apporté une gamme de bons chasseurs, mais a prouvé que la France était un acteur sur lequel il faudra compter dans les décennies à venir, que ce soit en matière d'exportation ou d'innovation. Dassault ne fut pas le seul constructeur à réussir à produire des appareils aux ambitions à la fois réalistes, mais de grande qualité. Souvent oublié, il fut pourtant d'une grande réussite, notamment grâce à sa formidable polyvalence. Cette machine n'est autre que le SO 4050 Vautour. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux projets d'avions de chasse ont vu le jour, mais très peu ont mérité une production en série. L'Ouragan et sa légendaire lignée furent une des seules exceptions. Le Vautour tire ses origines du projet initial de la SN Caso, le SO 4000, un projet de chasse lourd abandonné fin des années 40, à cause de difficultés de financement, industriels et techniques. La Sud-Ouest avait déjà travaillé sur le Triton et l'Espadon, mais n'aboutiront pas à une production en série. Cependant, en 1951, l'armée de l'air lança un programme de bombardiers lourds auquel la société décida de répondre. Elle reprit donc son projet de SO 4000. Sont prévues 3 versions. Le Vautour N pour les missions de chasse tout temps, le Vautour A pour l'attaque au sol, et le Vautour B, une version biplace de bombardement. 2 réacteurs Snecma Atar 101 propulsèrent le prototype qui décolla en 1953. 2 autres prototypes virent le jour, en testant différents moteurs, dont le britannique Armstrong Siddeley Saphir. Bientôt, 6 exemplaires de pré-série furent commandés, et de nombreux essais furent effectués pour la mise au point aérodynamique et opérationnelle. Une quille à l'arrière du fuselage fut installée pour améliorer la stabilité en lacet. Un goulot au niveau des nacelles de réacteurs provoquait une survitesse locale, et après une modification de l'aérodynamisme, le vol sonique fut tout de suite plus qualitatif. Les chaînes de Saint-Nazaire produisirent les premiers appareils de série début 1956, alors même que les appareils de pré-série n'avaient terminé leurs essais. Ils durent retourner en usine peu après, puisqu'ils avaient encore des bords d'attaque non cambrés. 300 appareils furent dans un premier temps envisagés par l'armée de l'air, mais en raison de restrictions budgétaires en 1957 et en 1958, la commande s'éleva finalement à 160 exemplaires, dont 70 de version N tout temps, 60 version A d'attaque au sol, et 40 biplaces version B de bombardement. Cependant, l'armée de l'air renonça à utiliser le Vautour A pour des missions qui lui étaient confiées initialement, à savoir l'attaque au sol, qui pouvait être réalisée par les F-84F. La quarantaine de Vautours en cours d'assemblage fut finie, mais les 20 suivants ne furent construits. Au total, prototypes et appareils de pré-série compris, 149 Vautours furent assemblés. Le Vautour N de chasse tout temps avait pour armement 4 canons d'EFA de 30 mm. Les 3 versions possédaient 4 points d'ancrage sous les ailes. Ceux intérieurs étaient réservés quasi exclusivement aux réservoirs externes, tandis que les 2 autres pouvaient permettre l'emport de charges supplémentaires pour le Vautour N. Cette charge pouvait être 2 conteneurs Matra 116 de 19 roquettes de 68 mm, ou de 7 roquettes, ou de 2 grappes de 6 roquettes M61, ou bien de missiles RR. Le Vautour N avait un radar DRAC 25A, lui permettant d'effectuer des missions tout temps. Le Vautour A avait quant à lui 4 canons de 30 mm et pouvait emporter différentes combinaisons de roquettes et de bombes. Le Vautour B, la version biplace bombardier, pouvait emporter 6 bombes de 227 kg ou 3 de 454 en soute. Le Vautour N pesait plus de 20 tonnes, pouvait aller à 1160 km/h, monter à 49 200 pieds et franchir plus de 2500 mètres. Dans les années 60, des Vautours N et B furent employés lors de 8 campagnes de tir nucléaire atmosphérique français dans le Pacifique. Des Vautours B furent par la suite employés à la formation des pilotes et des navigateurs des forces aériennes stratégiques et tactiques. Les derniers Vautours français utilisés servirent à la mise au point des radars RDM et RDI du Mirage 2000, ainsi qu'à d'autres équipements comme la centrale de navigation inertielle ou le radar de suivi de terrain Antilope 5 du Mirage 2000 jusqu'en 1983. La France vendit en 1959
17 vautours A à Israël, puis 2 autres en 1967, plus 4 vautours B et 4 vautours N, portant à 27 le nombre total de vautours israéliens. Ils furent largement employés lors de la guerre des 6 jours en 1967, notamment en bombardant des aérodromes en Irak et en Égypte, et au cours de laquelle 4 furent abattus. Les vautours seront finalement cloués au sol en 1972. Le vautour eut finalement une carrière opérationnelle largement israélienne, bien qu'utilisé lors des campagnes d'essais nucléaires qui procureront à la France l'arme nucléaire lui permettant de sortir du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Il fut le premier biréacteur supersonique français et son premier bombardier nucléaire. Délicat à faire atterrir, le vautour était globalement sous-motorisé, mais ceci s'explique par la volonté d'avoir préféré des moteurs de conception française. Cependant, sécurisant par ses 2 réacteurs, il fut apprécié pour son rayon d'action, sa robustesse et sa capacité d'emport. Décliné en 3 versions, ce chasseur offrit l'acte de renaissance français qui contribua à diversifier la chasse française après l'étincelle allumée par Dassault avec l'ouragan.